Salut à tous! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans une histoire qui ne laisse personne indifférent, une histoire qui traverse les décennies, les cœurs et les mémoires. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une femme dont le visage, même des années après l'apogée de sa gloire, continue de hanter l'imaginaire collectif. Une femme qui a incarné l'une des plus grandes légendes du cinéma français, une icône adulée, enviée, mais aussi profondément incomprise. Vous l'avez deviné, il s'agit de Michel Mercier, l'éternel Angélique. Mais derrière les crinolines, les regards envoûtants et les applaudissements, il y a une vérité, une histoire humaine, faite de rêves, de combats et de blessures. À 86 ans, Michel Mercier a décidé de briser le silence, non pas avec fracas ou amertume, mais avec une sérénité qui force le respect. Sa confession, calme et réfléchie, confirme ce que beaucoup ont toujours soupçonné, la gloire a un prix et elle l'a payé cher. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans les coulisses d'une vie extraordinaire. De ses débuts comme danseuse à Nice à son ascension fulgurante dans le rôle d'Angélique, en passant par les trahisons, les amours brisés, et les batailles contre une industrie impitoyable, voici l'histoire vraie de Michel Mercier, une femme qui a refusé de plier, même quand le monde entier semblait vouloir l'écraser. Et à la fin, je vous poserai une question. Quelle partie de son parcours vous a le plus touché ? Restez avec moi, et découvrez une légende qui, malgré tout, n'a jamais éteint sa flamme. Le 1er janvier 1939, dans la ville ensoleillée de Nice, naît Jocelyne Yvonne Renée Mercier. Fille aînée d'un pharmacien prospère, elle grandit dans un monde de privilèges, mais aussi de rigidité. Son père, à la tête d'une entreprise familiale florissante dans la pharmacie et la cosmétique, voit en elle l'héritière naturelle d'un empire bâti sur la science et la tradition. Dans ce foyer où la réussite se mesure en formules chimiques et en bénéfices, l'avenir de Jocelyne semble tout tracé, une vie respectable, sans surprise, à la tête des laboratoires familiaux. Mais dès son plus jeune âge, Jocelyne sent que ce destin n'est pas le sien. Les attentes de sa famille, bien qu'empreintes d'amour, lui pèsent comme une cage dorée. Son cœur bat pour autre chose, quelque chose de vibrant, d'insaisissable, de libre. Ce quelque chose, elle le trouve dans la danse. À seulement 8 ans, elle convainc ses parents de l'inscrire à l'école de ballet de l'Opéra de Nice. C'est un exploit pour une si jeune fille, car elle devient l'un des plus jeunes « petits rats » de la compagnie. Dans ce monde exigeant, régi par la discipline et la perfection, Jocelyne s'épanouit. Chaque douleur, chaque orteil meurtri, chaque répétition interminable devient une offrande à son rêve. Le studio de danse est son sanctuaire, un lieu où elle peut exprimer ce que les mots ne parviennent pas à dire. Pour elle, la danse n'est pas qu'une passion, c'est une évasion, une façon de respirer. Mais ce don, loin d'être célébré par sa famille, devient une source de tension. Son père, bien qu'aimant, ne voit dans la danse qu'une distraction charmante, un caprice d'enfant qui s'éteindra avec le temps. À ses yeux, les pirouettes et les tutus ne sont pas un avenir, mais une parenthèse avant que Jocelyne ne reprenne les rênes de l'entreprise familiale. Ces désaccords creusent un fossé entre eux, et la jeune fille ressent de plus en plus le poids de ses attentes. Elle sait qu'elle ne veut pas passer sa vie à mesurer des dosages ou à gérer des laboratoires. Elle veut danser, créer, vivre sur scène. À 18 ans, Jocelyne prend une décision audacieuse, presque impensable pour une jeune femme de son époque et de son milieu. Elle défie la volonté de son père et quitte Nice pour Paris, laissant derrière elle le confort de la Côte d'Azur. Ce choix est un acte de courage, un pari sur elle-même. À Paris, elle rejoint les ballets de Roland Petit, un univers exigeant, parfois cruel, mais infiniment stimulant. Elle enchaîne avec les ballets de la Tour Eiffel, puis danse au théâtre des Champs-Élysées dans Gosses de Paris, une chorégraphie de Pierre Lacotte sur une musique de Charles Aznavour. Chaque rôle, chaque performance la rapproche de son rêve de devenir une danseuse étoile, une étoile qui brille par sa grâce et son talent. Mais le destin, comme souvent, a d'autres plans. La compagnie de Pierre Lacotte fait faillite pour des raisons financières, et en un instant, le monde de Jocelyne s'effondre. Ses rêves de danse, si proches, s'éloignent brutalement. Pourtant, elle refuse de se laisser abattre. Déterminée à poursuivre son chemin dans les arts, elle se tourne vers l'art dramatique, étudiant avec Solange Sicard et passant même un temps à Londres pour élargir ses horizons. C'est une période de transition, de doute, mais aussi de résilience. Jocelyne n'est pas du genre à abandonner. L'année 1956 marque un tournant décisif. De retour à Nice pour les vacances de Noël, Jocelyne participe à une réunion de famille qui, en apparence, n'a rien d'extraordinaire. Mais ce soir-là, le destin intervient sous la forme d'une rencontre avec le réalisateur Denis de la Patellière et le scénariste Michel Audiard.
Ils cherchent une actrice pour un petit rôle dans leur prochain film, Retour de Manivelle, aux côtés de légendes comme Michel Morgan et Daniel Gélin. L'offre est inattendue, presque incongrue. Jocelyne est une danseuse, pas une actrice. Elle refuse d'abord, insistant sur son identité. Elle veut danser, pas jouer la comédie. Mais son père, peut-être amusé par l'ironie de la situation, l'encourage à accepter. « Au moins, on te verra une fois à l'écran », lui dit-il. À contre-cœur, elle cède. Cependant, un dernier changement s'impose, son prénom. Les réalisateurs trouvent que Jocelyne sonne trop démodé, trop lourd pour une affiche de cinéma. Ils lui demandent de choisir un nouveau nom. Elle opte pour Michel, un hommage émouvant à sa petite sœur, décédée du typhus à l'âge de 5 ans. Ce choix n'est pas anodin, c'est une renaissance, un nouveau départ. Ainsi naît Michel Mercier, une femme qui, sans le savoir, est sur le point de devenir une légende. Quelques années plus tard, une opportunité en or se présente. Les producteurs Francis Caunes et Bernard Borderie cherchent une actrice pour incarner Angélique, l'héroïne des romans d'Anne et Serge Gollon, dans une série de films historiques. Brigitte Bardot a refusé le rôle, Marina Vladi s'est désistée. Après un casting impitoyable à travers l'Europe, ils découvrent Michel Mercier, alors âgé de 25 ans, en train de tourner en Italie avec Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi. Elle est belle, expressive et, comme le veut le destin, disponible. Le processus de casting est un marathon, des essais à la caméra, des exercices dramatiques, des essayages de costumes. Mais Michel tient bon. Elle voit en Angélique une part d'elle-même, une femme audacieuse, passionnée, en quête de liberté. Elle décroche le rôle et le succès est immédiat. Angélique, marquise des anges n'est pas seulement un film, c'est un phénomène culturel. Les femmes veulent lui ressembler, les hommes l'adorent, les médias sont fascinés par ses crinolines, ses cheveux dorés, son charisme. 5 films suivent, et le public devient obsédé. Le nom de Michel Mercier devient indissociable d'Angélique. Mais ce triomphe a un revers sombre. Si le public tombe amoureux de la marquise, l'actrice qui l'incarne commence à se sentir étouffée. Angélique, cette héroïne romantique qui l'a propulsée au sommet, devient une cage. Les offres pour d'autres rôles se raréfient. Les producteurs ne voient en elle qu'une héroïne de cape et d'épée, incapable d'incarner autre chose. Lorsqu'elle ose demander des scénarios plus riches, des dialogues plus fidèles à l'époque, ou simplement une rémunération équitable, elle est écartée. Pour chaque film, elle ne touche que 50 000 francs, une somme dérisoire pour une star de son envergure. Finalement, épuisé par cette image qui la définit et l'emprisonne, Michel refuse de tourner les 6e et 7e volets prévus de la saga. « J'ai tout essayé pour lui échapper », confiera-t-elle des années plus tard. Mais Angélique me rattrapait toujours. Ces mots ne sont pas empreints de nostalgie, mais d'une résignation douloureuse. Elle a été enfermée dans un moule qu'elle n'a pas choisi, et une fois durcie, ce moule ne se brisera plus. Michel Mercier n'est pas seulement une actrice talentueuse, c'est aussi une femme qui refuse de se plier aux règles tacites d'une industrie cruelle. À une époque où les actrices doivent sourire, se soumettre et se taire, elle choisit la rébellion. Cette force de caractère, brute et courageuse, devient l'un des traits les plus marquants de sa vie. Aux yeux du public, elle est une beauté, une sirène de l'écran, l'incarnation d'un fantasme romantique. Mais derrière les projecteurs, elle est une femme qui survit à d'innombrables tentatives de l'écraser. Bien avant que des mouvements comme #MeToo ne mettent en lumière les abus dans l'industrie du cinéma, Michel vit déjà ses dérives toxiques. « Je pourrais vous donner une liste certifiée de noms », dira-t-elle un jour, dans une interview calme mais tranchante. Des hommes qui m'ont tripoté, qui ont essayé de négocier des rôles avec leurs mains au lieu de contrats. Mais je ne les ai jamais laissés faire. Ces mots résonnent avec une force rare, celle d'une femme qui, dans un monde dominé par le pouvoir masculin, refuse de plier. Un épisode marquant se déroule en Italie, où elle est devenue une star. Un magnate du cinéma, dont elle ne révélera jamais le nom, lui fait des avances en pleine négociation. Sans hésiter, Michel lui crache au visage. La conséquence est immédiate, une année sans aucune proposition de film en Italie. Elle est mise sur liste noire, non pas pour un scandale, mais pour avoir osé dire non. À Paris, l'histoire se répète. Un producteur puissant, intouchable, tente la même chose. Cette fois, Michel lui donne un coup de pied bien placé. Il n'a jamais recommencé, se souvient-elle avec un sourire en coin. Mais derrière cet humour, il y a une douleur profonde. Chaque fois qu'elle se défend, elle est punie. On la traite de difficile, d'instable, d'ingrate. Ces étiquettes, discrètes mais efficaces,
ferme les portes d'une industrie qui valorise l'obéissance plus que le talent. J'aurais pu tourner bien plus de films, reconnaîtra-t-elle plus tard. Mais le prix était trop élevé. Je ne pouvais pas me regarder dans une glace si j'avais dit oui à ce genre d'humiliation. Contrairement à beaucoup de ses consoeurs, Michelle choisit de partir plutôt que de se soumettre. Elle ne recherche pas la célébrité à tout prix, mais le respect. Et pour cela, elle est prête à tout sacrifier. Le coût de l'intégrité. À peine entrée dans la quarantaine, Michelle voit les rôles se raréfier. Malgré plus de 50 films à son actif, malgré sa maîtrise de plusieurs langues et ses collaborations avec des légendes comme Jean Gabin ou Charlton Heston, elle est mise à l'écart. Les producteurs cessent de l'appeler, les scénarios n'arrivent plus, les invitations au gala se font rares. L'industrie qui l'avait autrefois couverte de promesses l'abandonne. Mais même dans ces moments de silence, Michelle ne regrette rien. « J'ai perdu des rôles, oui », dira-t-elle dans une interview au début des années 2000. Mais j'ai gardé mon âme et je peux vivre avec ça. Cette force, qui l'a éloignée du système, devient paradoxalement ce qui définit son héritage. Aujourd'hui, on ne se souvient pas seulement de sa beauté ou de son rôle d'angélique. On se souvient d'une femme qui s'est battue, qui a tenu tête, qui a choisi la dignité au détriment de la gloire. Dans un monde où le silence était une grâce, Michelle Mercier était une tempête. Si la vie professionnelle de Michelle Mercier est marquée par des combats, sa vie personnelle est une fresque d'amour, de perte et de trahison. Derrière les robes somptueuses et les illusions du cinéma, il y a une femme qui a cherché l'amour avec une intensité rare, mais qui a trop souvent trouvé la déception. L'un de ses premiers grands amours est le chanteur et poète Gianni Esposito. Son mysticisme et sa douceur la captivent, et leur lien est profond. À une époque, un shah d'Iran, fraîchement divorcé, la courtise avec faste, organisant un dîner privé à Rome et lui offrant une rivière de diamants. Mais Michelle refuse, fidèle à ses principes. « Je ne peux pas imaginer un mariage sans amour », dira-t-elle. Ce choix, guidé par le cœur, définit sa vision des relations. En 1961, elle épouse André Smaji, un assistant réalisateur français. Leur mariage, célébré dans le village artistique de Saint-Paul-de-Vence, semble prometteur. Mais l'alcoolisme et les troubles mentaux d'André brisent leur union. Les crises de ce dernier, marquées par des internements psychiatriques, rendent le divorce presque impossible à l'époque. Michelle doit mener une bataille juridique coûteuse pour retrouver sa liberté, payant un prix émotionnel et financier élevé. Elle tente à nouveau sa chance avec Claude Bourriaud, un ancien pilote automobile devenu pharmacien et conseiller politique. Le couple s'installe à Hollywood, où Michelle espère se réinventer comme productrice. Mais Hollywood, impitoyable, lui ferme ses portes. Leur mariage s'effondre en 1979. Plus tard, à Genève, elle trouve un amour plus stable avec un homme d'affaires suisse, devenant la belle-mère de ses 2 fils. Mais après 2 ans, il succombe à un cancer, la laissant seule une fois de plus. Puis vient un prince romain, un aristocrate qui l'entraîne dans une vie de privilège en Italie. L'histoire semble digne d'un conte, mais au bout de 3 ans, il s'éloigne, et Michelle, le cœur lourd, retourne à Paris. La trahison la plus douloureuse arrive en 1996, lorsqu'elle rencontre René Leport, un homme élégant qui lui propose de fonder une maison d'édition à Cannes. Séduite par ce projet, elle investit tout, ignorant que Leport est un escroc. Il falsifie sa signature, détourne 400 000 € et la laisse ruiner. Michelle doit vendre ses tableaux, ses meubles, et même les costumes d'Angélique pour survivre. Leport fuit au Vietnam, et bien qu'il soit condamné en 2008, Michelle ne récupère rien. Malgré ces épreuves, Michelle parle d'amour avec une ironie lucide. Elle n'a pas eu d'enfant biologique, mais a aimé et élevé les enfants de ses compagnons comme les siens. Ils ont disparu de ma vie, comme leur père, dira-t-elle. Pourtant, elle n'a jamais laissé l'amertume la consumeur. Elle a aimé pleinement, fait confiance profondément, et même trahi, elle a continué à avancer. Aujourd'hui, Michelle Mercier vit loin des projecteurs, dans un appartement ensoleillé à Cannes, surplombant la mer. Ce refuge, entouré de fleurs et de souvenirs, est un havre de paix. Mais même ici, la vie ne l'a pas épargnée. À 81 ans, elle affronte un mélanome, un cancer de la peau agressif, qui l'oblige à vivre dans l'ombre, une ironie cruelle pour une femme qui incarnait la lumière. Puis, 2 chutes successives entraînent des fractures des pieds, la clouant au lit pendant des mois. Elle doit même se séparer de son chien adoré, un bichon qu'elle considérait comme son fils. La perte de sa sœur, la solitude, et le retour du cancer en 2023 accentuent son isolement. Pourtant, Michelle ne sombre pas. Certains pleurent face à ce genre de nouvelles. Moi, je me suis dit,
Maintenant, je fais ce que je veux, confie-t-elle avec une force intacte. La ville de Cannes lui rend hommage en baptisant un jardin à son nom. Des fans lui envoient des lettres, Brigitte Bardot lui adresse des mots tendres, et le prince de Monaco prend de ses nouvelles. Ces gestes, bien que tardifs, lui offrent un apaisement. À 86 ans, Michel Mercier ne fuit plus Angélique. Je suis Angélique, et Angélique, c'est moi, dit-elle, acceptant enfin cet héritage. Elle n'est plus prisonnière de son image, mais en est l'autrice. Le temps peut rattraper les étoiles, mais certaines légendes restent intactes. Michel Mercier s'est battu, a perdu, a enduré, et surtout, elle a dit sa vérité. Alors, quelle partie de cette histoire vous a le plus ému? Laissez un commentaire, mettez un pouce bleu, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur les icônes du cinéma. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.